Souvent, je vais sur les forums de musculation parce qu'en matière de physiologie, ceux qui font de la musculation sont top niveau. Après, je ne suis pas d'accord avec leur technique de prendre énormément de protéines et ainsi de suite. Je pense que ça peut être très dangereux pour l'organisme. Mais en termes de connaissance du corps humain, ils sont extraordinaires. Et ils te disent bien, on construit de la masse musculaire en dormant. Tu prends les bébés, hein, c'est le moment où on a le plus de croissance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent et ils dorment. Ils mangent et ils dorment. Les sumos, quand ils sont en prise de poids, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent et ils dorment. Tu construis de la masse en dormant. Tu ne construis pas de la masse en étant actif, tu construis de la masse en dormant. Parce que c'est le moment où tu es le plus au repos et donc tu as le maximum d'énergie pour la construction. Donc si tu veux construire de la masse musculaire, eh ben, il faut te nourrir de manière adéquate. Donc bien sûr, avoir une ration alimentaire qui soit suffisante. Et si tu ne manges pas assez, ça ne marchera pas. Hein. Mais après ça, c'est avant tout une question de repos. Okay. Et le fait qu'il pose une question sur la constipation... Oui, la constipation chronique aussi. Ouais. Mais la constipation chronique, elle est liée là aussi, la plupart du temps, à l'épuisement. Elle est liée à l'épuisement et puis elle est liée aussi au fait que, je te parlais des céréales qui sont, pour bon nombre d'entre elles, des véritables cols qui se collent dans les intestins. Et ces cols, c'est des véritables glues qui s'agglutinent dans les intestins et qui créent de véritables bouchons. Et c'est quand même assez impressionnant parce que moi j'entends parfois des gens qui me disent « mais moi je vais à la selle tous les 4 ou 5 jours ». Et alors, à titre de provocation, moi je les regarde, je dis « Ah, mais tu manges qu'une fois tous les 4 ou 5 jours ?» Ils disent « Non, je mange 3 fois par jour. » Et je dis « Mais ça va où, quoi, tout ce que tu manges? Quand tu vas à la selle, tu fais un caca équivalent à 4 à 5 jours de repas? Non, non. Ah, mais ça va où, ça? Ben, ça s'accumule dans l'organisme. Et en étant vulgaire, on a souvent des organismes qui sont pleins de MERDE. Oui, non, mais réellement, tu sais, pourquoi est-ce que la plupart des... Enfin, on a énormément de cancers du côlon, de cancers colorectaux et ainsi de suite. Et quand on ouvre les côlons, ce qu'on y trouve, c'est vraiment pas ragoûtant. On y trouve énormément de parasites, de vers, de micro-organismes. Pourquoi? Parce que là où il y a du déchet, il y a des tas de petits organismes qui prolifèrent pour manger ces déchets. Imaginons, tu es dans une ville et tu as les éboueurs qui se mettent en grève. Les poubelles vont commencer à s'accumuler. Eh ben, si les poubelles s'accumulent, d'un seul coup, il va y avoir ce qu'on appelle la vermine qui va apparaître. Elle n'apparaît pas par hasard, c'est qu'il y a des déchets, elle est là, elle vient pour les manger. Dans le corps humain, c'est pareil. Il y a des gens qui se baladent avec des quantités de vers, de parasites dans les intestins. C'est connu, il y a énormément de vidéos sur le net où on voit des opérations et on voit sortir des brassées de vers des intestins. Et comment on fait pour les purger, tout ça? Ben, il y a des plantes qui permettent les purges. Il y a des plantes vermifuges, c'est connu depuis... Enfin voilà, il y a des traditions ancestrales. Tu peux utiliser l'absinthe, le brou de noix, le clou de girofle par exemple, et ça aide. Mais... Ça va aider à les expulser un temps, mais si les déchets restent dans tes intestins, ils reviendront. Alors il faut se purger régulièrement. Il y a une autre attitude qui est bien sûr de se purger, mais aussi de faire en sorte de modifier son alimentation de manière à ce qu'il y ait moins de trucs qui viennent adhérer, qui viennent... Et le problème c'est que, je te disais, bon, les céréales ont plutôt tendance à faire de la colle. Les céréales vont faire de la colle qui va fermenter dans les intestins. Mais une fois qu'elles ont commencé à créer un bouchon, ensuite, ce que tu vas consommer comme produits animaux, par exemple, la viande, elle ne fermente pas, elle putréfie. Donc c'est putréfaction, tu vois un petit peu ce que ça peut donner. Et là, effectivement, c'est plutôt sur les produits de putréfaction que vont apparaître tous les gros parasites. Et enfin, je veux dire, moi la dernière fois, on me parlait d'un enfant, on me disait, mais la nuit, on voit les petits vers qui sortent par son anus. C'est assez impressionnant. Quand on parle de... non, c'est pas... J'aime bien faire de la provocation, mais souvent je dis, mais je vois des gens... Je pense à une anecdote parce que... je fais attention à mon apparence, mais on ne peut pas dire que je sois quelqu'un qui soit hyper sapé et ainsi de suite. Et il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un métier de prestige, on va dire, et le gars, super bien sapé, costard et tout ce que tu veux. Je m'approche de lui, et au moment où je lui ai serré la main, j'ai senti son haleine, qui était pestilentielle. Et je me suis dit, ok, lui, il est propre au-dessus, mais pour avoir une haleine pareille, c'est qu'à l'intérieur, tu sais, ce qui remonte par la bouche, il y a une continuité de la bouche à l'anus, il y a une continuité, c'est juste un système digestif. Ben à l'intérieur, ça ne doit vraiment pas être propre. Et on focalise sur l'apparence, sur la propreté de la peau, des cheveux et ainsi de suite, et on ne se rend pas compte qu'à l'intérieur, c'est absolument souvent immonde. Et à titre de provocation, des fois, je disais, j'aimerais bien qu'on fasse une journée, on met les tripes à l'air pour voir un petit peu dans quel état on est. On verrait que certaines personnes qui posent comme les êtres les plus glamour de la Terre, ils sont peut-être pas les plus glamour de la Terre. Donc voilà, c'est une proposition. Alors, on me dit, quand encore bonsoir tout le monde, très heureux de voir Thierry Casanova sur Meta TV. Merci à Thierry pour ses conseils sur les jus de fruits et les légumes que je ne manque pas de suivre malgré un rythme de travail très conséquent, surtout le conseil sur le jus de grenade au lever. Voici ma question, quand on a un rythme de vie qui vous impose de rester éveillé la nuit, quels sont les jus de fruits ou légumes nécessaires à un bon éveil sans pour autant nuire à la mise en sommeil?
quelque chose qui donne la pêche la nuit, en fait. Ouais. Alors après, sans travailler nuire à la la nuit. mise en sommeil, déjà, travailler la nuit, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc ça sera un compromis, une adaptation, mais on ne peut pas dire qu'on va avoir quelque chose qui va estomper les inconvénients de travailler la nuit. Travailler la nuit. Après, effectivement, il y a des stimulants. Hein, tout ce qui est les jus de fruits, par exemple, vont être extrêmement stimulants. Elle parle du jus de grenade. J'avais fait une vidéo où je faisais du jus de grenade. J'avais dit c'est une sorte de réveil matin. Pourquoi? Parce que dans la grenade, quand tu bois du jus de grenade, tu as un facteur, on dit astringent un petit peu. Tu sens une espèce d'amertume, quelque chose qui sèche un peu la bouche. Bon, mais ça remet en circulation tous les fluides dans le corps et ça a un côté réveil, c'est clair. Tout ce qui va être stimulant pour l'organisme va y participer. Les jus vont y participer. Mais il faut bien se dire quand même que travailler de nuit, c'est pas normal. La nuit, c'est fait pour dormir. Et à terme, des fois, il y a des gens qui me disent, voilà, je travaille de nuit, qu'est-ce que je peux faire pour n'avoir aucun inconvénient au niveau de mon corps et de mon physique? Et ça, je dis, aucun inconvénient, je crois pas. Tu vas pouvoir amortir, ça c'est clair. Par exemple, la nuit, c'est pas un temps pour digérer. Donc, le meilleur conseil, ça va être de ne pas se faire des grosses bouffes en pleine nuit. Parce que le corps n'est pas adapté. La nuit, c'est le temps où le corps, il se nettoie et il y a des tas d'opérations de réparation qui se font. C'est pour ça que je dis aux gens, la nuit, mangez sobrement. Hein, tu manges quelques fruits, des choses qui se digèrent très rapidement, juste ce qu'il faut pour maintenir ton activité, ne pas être en hypoglycémie, mais ne va pas te lancer dans des gros repas lourds avec des graisses et tout, parce que pour le corps humain, il y a des rythmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que il y a une fenêtre dans laquelle finalement la digestion et l'assimilation sont optimum. C'est entre midi et 6-7 heures du soir. Là, on est vraiment dans le moment où le corps il est vraiment là pour digérer. Il y a des rythmes, ce qu'on appelle des rythmes chronobiologiques. La nuit, c'est pas un moment pour manger. Donc si tu es amené à manger, mange le plus léger possible. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Petit Riz, peux-tu nous donner des nouvelles de cet enfant autiste qui, grâce à toi, allait guérir via les jus et la brosse à sec? C'est Mélanie qui nous demande ça. Alors, je vois pas à quoi elle fait référence. Non, je vois pas. Je pense pas que l'autisme se guérisse avec des jus et une brosse à sec. Je pense que c'est beaucoup plus sérieux que ça. Il y a effectivement... Mais l'autisme est une question très très intéressante. Hein. Il y a effectivement énormément de personnes qui travaillent sur l'autisme actuellement parce qu'on a présenté longtemps l'autisme comme quelque chose d'inéluctable et puis quelque chose qui ne pouvait pas changer. On a de plus en plus de témoignages de mères, particulièrement. C'est au sujet de l'autisme qu'il y a de plus en plus de mères qui se réapproprient la santé de leurs enfants et qui font des choix vraiment forts. On a de plus en plus de témoignages comme quoi l'autisme ne serait globalement qu'une maladie, entre guillemets, digestive. Et que des modifications du régime alimentaire et une réparation des intestins via des choix alimentaires adaptés permettraient une énorme amélioration des facteurs qu'on appelle l'autisme. Les jus de légumes, ça va y participer. Le brosse à sec, c'est le brossage à sec de la peau. Là, je ne vois pas trop ce que ça va apporter. Mais l'autisme, oui, l'autisme se guérit. D'ailleurs, il y a de plus en plus de livres qui sortent là-dessus. Donc, j'encourage toutes les personnes qui sont confrontées à un enfant autiste à s'intéresser à la question. Il y a énormément de contributions. Surtout aux États-Unis, il faut savoir lire l'anglais. Mais bon, ça commence à être traduit en français. Il y a des blogs là-dessus. On se rend compte que ces enfants sont les témoins. Il y a un livre, d'ailleurs, je pense à ça, qui est très bien fait, dont le titre parle beaucoup, pour les mamans qui se retrouvent face à des enfants hyperactifs, dont elles ne comprennent pas les comportements. Il y a un livre qui a été écrit par une personne belge qui s'appelle Tati Lawyers, je crois, et qui s'appelle « Les canaris de la modernité ». Et c'est en référence à ces canaris qu'on mettait dans les mines de charbon pour prévenir les coups de grisou. Et elle considère que ces enfants qui présentent des troubles que personne ne comprend, eh bien, ils sont les signes avant-coureurs de notre civilisation qui n'est plus viable et qui n'assure plus les conditions normales de vie. Elle appelle ça les canaris de la modernité. Et je trouve que son livre, il est très bien fait, même si je n'adhère pas obligatoirement aux solutions qu'elle apporte, à toutes les solutions qu'elle apporte. Au niveau de l'analyse des facteurs de perturbation, il est excellent. Et elle parle de la conséquence de la consommation d'additifs alimentaires, du gluten, sur le comportement, l'hyperactivité et le caractère autiste de certains enfants. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne référence. Et c'est très bien. Et c'est un livre en français, pour le coup. Les canaris de la modernité. Canaris de la modernité. Ah, alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit d'ailleurs, voilà, est-ce que votre façon de vous nourrir est applicable à tout le monde? C'est Sophia qui nous demande ça. Alors, est-ce que ma façon de me nourrir à moi est applicable à tout le monde? Certainement pas, parce que j'ai des besoins qui me sont propres, maintenant, après 8 ans, après avoir mangé cru, après avoir... Voilà. Donc, non. Si ce que moi je fais exactement, non. Par contre, est-ce que tout le monde est fait à la base pour se nourrir de fruits et de légumes et fonctionner bien avec ça? Je dirais, dans l'absolu, théoriquement, oui.
Par contre, ça peut demander un certain temps d'adaptation et de réhabilitation des organes. C'est pour ça que je disais que si tu passes du jour au lendemain, pour certaines personnes, ça va bien se passer, pour d'autres, ils vont simplement se dénutrir. Parce que sur des fruits et des légumes, ils vont commencer à maigrir, perdre du poids, ça va pas marcher. Bon, mais là, ça veut juste dire que l'organisme, il y a des fonctions qui ne sont pas encore reconstruites et tout. Donc, dans l'absolu, théoriquement, oui, mais une fois les adaptations nécessaires réalisées. Mais dans l'absolu, oui, on est tous construits de la même des façons. C'est-à-dire que pour... tu as deux petits cochons. Les cochons, ils ont un régime spécifique de l'espèce. C'est-à-dire que les cochons, ils ont un régime qui leur est propre. Les vaches, elles ont un régime spécifique de l'espèce. Et on s'en est rendu compte, les vaches, c'est des herbivores. Si on commence à leur donner des farines animales, ça part en live. Hein. On s'en est vraiment rendu compte. On l'a payé cher. Hein. Et c'est valable aussi pour les humains. Les humains, ils ont un régime spécifique de l'espèce. Mais ça, on s'y est rarement intéressé. C'est-à-dire que moi, on m'a transmis une tradition culinaire qui était plutôt basée sur une histoire, hein, mais qui n'était pas basée sur la connaissance des besoins physiologiques de l'humain. Et on s'est rendu compte que l'humain est par constitution plutôt du type ce qu'on appelle frugivore. Frugivore, ça ne veut pas dire mangeur de fruits exclusivement, ça veut dire qu'il se rapproche du régime des grands singes anthropoïdes comme les orang-outans, les chimpanzés, avec qui on partage énormément du patrimoine génétique. Et ces singes-là, ils se nourrissent majoritairement de fruits, de légumes, particulièrement de feuilles vertes, de tout ce qui pousse à la surface du sol, ils ne vont pas trop gratter le sol, et occasionnellement, plus ou moins occasionnellement selon les espèces, d'insectes, de petits animaux. Voilà, ça c'est leur régime globalement. Eh bien, on a une physiologie qui est très proche de ces animaux-là. Donc ça ne change pas, c'est valable pour tout le monde. Sauf que l'état de notre organisme à un instant donné peut faire que si on bascule là-dessus de façon délibérée d'un seul coup, ça ne va pas marcher. Il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de réhabilitation. C'est pour ça que je te dis, voilà, j'encourage tout le monde à faire des modifications progressives. Et puis, je dis ça, mais moi j'ai fait tout le contraire. J'ai sauté de but en blanc, de l'un à l'autre, parce que j'avais envie, parce que j'avais une urgence vitale, et ainsi de suite. Donc, ça ne veut pas dire que sauter de but en blanc, ça ne va pas marcher, mais on peut prêter le flanc à plus de difficultés. Voilà, c'est juste ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Il y en a pas mal. Ah, voilà. Petite question qui fâche, évidemment, c'est la question de Jonathan. Il dit Thierry, dans une vidéo, tu nous parles, c'est vrai, de régénérescence de membres en buvant des jus. Je ne peux pas évincer cette question. Tu l'as vu la vidéo? Non, mais j'ai vu la vidéo, c'est la question et réponse numéro 97. Alors, je vais remettre quand même en contexte pour expliquer la chose. Il y a une personne qui m'écrit, qui me dit qu'elle est amputée d'un bras. Visiblement, elle a du mal à l'accepter et elle me dit, est-ce que le bras peut repousser avec des jus? Moi, je lui dis, théoriquement, on a des cellules souches dans le corps qui peuvent reproduire n'importe quelle partie du corps. Donc, théoriquement, dans l'absolu, et je dis bien théoriquement, la théorie, c'est pas la pratique, théoriquement, pourquoi pas? Après, je lui dis, en pratique, je ne l'ai jamais vu, et franchement, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire, personnellement. Mais théoriquement, ça serait possible. Et après, je lui disais, écoute, moi, j'ai entendu parler aussi de miracles par la prière, ou des choses comme ça. Donc peut-être que si tu voulais voir repousser ton bras, plutôt que de compter sur les jus, je compterais sur la prière. Si tu veux voir repousser ton bras. Je n'ai rien dit de plus. Vous savez, allez, je me demande même si ce n'était pas une question piège qu'on m'avait posée. Voilà, bon, j'y ai répondu. J'ai jamais prétendu que les bras repoussaient avec des jus. Ça serait prendre les gens pour des nigauds. Je ne dis pas que c'est théoriquement impossible. Je dis juste que je ne l'ai jamais vu, ça me paraît très difficile. Voilà. Mais voilà, on voit une thyroïde repoussée, donc je dis dans l'absolu, pourquoi pas, hein, parce que c'est pas parce qu'on l'a jamais vu que ça n'aura jamais lieu. Hein. Mais je lui disais, écoute, il vaudrait mieux peut-être te tourner vers la foi, vers la religion, des choses comme ça, parce que là, j'ai entendu des gens me parler de miracles qui existaient réellement, bon, ben, pourquoi pas, et de s'adresser à ces personnes-là, parce que là, moi, ça dépasse mon domaine de compétences. Et je ne crois pas qu'avec des jus, tu vas avoir le résultat escompté. Voilà ce que je disais. C'était tout. D'accord. Non, parce que ça fait pas mal polémique, cette affaire-là. Ouais, bon, VV, il en a parlé ici. Mais ouais, bon, il aime bien s'amuser, il aime bien taquiner. il est taquin. Il est taquin, VV, ouais. Il regarde en plus, probablement. Bon, il a plus de compte, lui non plus, bientôt. Tu récupéreras ton compte, mon cher. Alors, on me donne une autre question. Bah, Jonathan, il a le droit. Allez, à deux, Jonathan. Et il me dit, plus sérieusement, peux-tu lui demander aussi ce qu'il pense de la façon d'aborder l'alimentation par Benjamin de Natura Coach? Alors, je connais pas, moi, je sais pas si tu... Je connais peu ces vidéos. Tu connais peu, ouais, je connais peu ces vidéos. J'ai l'impression qu'il permet à des gens de faire des transitions alimentaires. Il est, entre guillemets, moins radical que moi. Il est plus dans l'accompagnement, le coaching et tout.
il me semble, enfin, de ce que j'en ai vu, du peu que j'en ai vu, moi, il me semble que c'était tout à fait sensé. J'ai tendance, moi, à proposer quelque chose de plus absolu, de plus radical, mais il me semble, mais je suis mal placé pour en parler. Mais il me semble qu'en tout cas, quelque part, il insistait sur les dangers du gluten, sur les dangers de la caséine et des produits laitiers et tout, donc a priori, on a plutôt une communauté de pensée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Parce qu'il y a pas mal de questions. Thierry, peux-tu nous parler du travail de Grégoire Jovet et que penses-tu de l'usage d'huile essentielle? Alors, je ne connais pas Grégoire Jovet. Tu connais pas Grégoire Jovet, ouais. Non, pas du tout. Par contre, bon, l'utilisation des huiles essentielles. Les huiles essentielles. Ouais. Alors, l'utilisation des huiles essentielles, bon, je ne suis pas un spécialiste des huiles essentielles, je m'y intéresse et je m'y intéresse de plus en plus. Pour moi, les huiles essentielles, ce sont des produits qui sont extrêmement concentrés. On distille énormément de plantes pour concentrer leurs produits actifs. Dès lors, on n'est plus dans quelque chose qui est naturel sous sa forme brute. Dès lors, on va avoir quelque chose qui va être extrêmement actif, mais qui, comme tout outil, tu vois, c'est un peu comme un couteau très tranchant. C'est-à-dire qu'il va à la fois être extrêmement efficace, mais il est aussi extrêmement coupant et tu peux te blesser énormément avec. Pour moi, les huiles essentielles, ça relève de ça. Ce sont des produits qui sont très puissants en termes de guérison. Et si je devais choisir entre une antibiothérapie et prendre des huiles essentielles, c'est tout vu. Et on a des huiles essentielles qui dépassent largement en termes d'efficacité toutes les antibiothérapies. Si on a une épidémie qu'on n'arrive pas à juguler, par exemple, quand il y a eu l'épidémie de chikungunya, par exemple, on sait très bien qu'il y avait des protocoles d'huile essentielle qui étaient beaucoup plus efficaces que les médicaments allopathiques qui ont été prescrits et qui avaient beaucoup moins d'effets secondaires. Les huiles essentielles, surtout quand on les avale par voie interne, ne me paraissent pas dénuées d'effets secondaires. Il me semble qu'elles ont des effets secondaires parce que ce sont des produits très concentrés. Donc, je les utilise avec parcimonie. Disons que, globalement, je ne suis pas un spécialiste. Donc, quand j'ai besoin d'avoir des informations sur les huiles essentielles, je me tourne vers des spécialistes. Il y a quelqu'un que je respecte beaucoup, qui s'appelle Dominique Baudou, qui est un des grands spécialistes des huiles essentielles en France. Et j'ai la chance de connaître une amie qui le connaît. Donc, des fois, je lui fais passer des questions. Et puis, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Parce que lui, c'est quelqu'un qui est formé là-dedans. À titre personnel, je n'utilise pas les huiles essentielles en interne, parce que je les trouve trop agressifs. Par contre, en externe, sur la peau, quand je vois une réaction au niveau du corps qui s'emballe et qu'on n'arrive pas à calmer simplement avec des moyens naturels, des tisanes ou des remèdes de grand-mère, comme on dit, les huiles essentielles me paraissent adaptées. C'est quelque chose qui me paraît adapté. Et d'ailleurs, j'aimerais bien me former un peu plus en huile essentielle pour les situations d'urgence. Parce que je me dis, bon, c'est bien joli d'avoir une thérapeutique la moins invasive et la plus dénuée d'effets secondaires, mais dans les cas de situation d'urgence, il faut pouvoir répondre aussi. Et donc ça me paraît... les huiles essentielles, on peut aussi les ingérer dans l'alimentation? Exactement, exactement. Alors c'est pas que sur la peau, parce que c'est souvent vendu pour mettre sur la peau. Voilà. En interne, moi j'ai tendance à m'en méfier un peu plus. Donc, de ce que je sais, c'est qu'en interne, vraiment, comme c'est des produits très concentrés, il faut vraiment passer par le biais d'un spécialiste ou de quelqu'un de formé qui va vraiment pouvoir déterminer les posologies, parce qu'on a tôt fait de se faire du mal avec des produits qui vont être trop agressifs pour les muqueuses. Parce que à partir du moment où tu le mets dans ta bouche, ça va toucher ton oesophage, ton estomac. Voilà, c'est pas anodin. Par la peau, en externe, la plupart ne sont pas caustiques et ça pose pas trop de problèmes. C'est pour ça que je reste dans mon domaine de compétences. D'accord. Bon, on va faire la deuxième pause. Si la régie elle est prête, et ben on fait la deuxième pause et puis on revient juste après, toujours avec Thierry Casanova et toujours sur la page Facebook pour poser vos questions. Donc il y en a encore pas mal et de toute façon on va revenir dessus. Donc allez-y sur la page Facebook Meta TV France. Voilà. D'ici que il y a déjà, t'imagines, 100 commentaires, ça a encore augmenté. Donc il y en a des questions. Donc de toute façon, on revient juste après. À vous la régie. De retour sur la libre antenne, toujours avec Thierry Casanova, toujours avec vous sur Facebook, exceptionnellement. Hein. Et voilà, toujours pas mal de questions. Alors, voilà, par exemple, il y a une question d'Émilie. On lui passe le bonjour à Émilie. Elle demande, est-ce que ça existe encore quelque part de l'eau et de l'air de qualité? Ah. Ouais, dans l'absolu, oui, c'est peut-être quelque chose qui n'existe. Oui, je pense quand même que ça existe encore, de l'air de qualité, même en France. Tu as des régions de désertification en France qui demandent qu'à être repeuplées. Je pense à des coins de Lozère ou du Larzac, c'est des coins que je connais bien. Dans le Lot. Ouais, dans le Lot, en Ardèche ou des choses comme ça. La dernière fois, je traversais l'Ardèche. Donc, il y a encore des zones où il y a encore un air et une eau
Une eau de qualité aussi, une eau de source de qualité. Oui, à partir du moment où il n'y a pas de grande culture, je pense qu'on arrive encore à avoir une eau de qualité. Après, bien sûr, de toute façon, l'eau, elle vient des nuages, et les nuages, l'air est pollué, il y a des pluies acides. Ok, de toute façon, on vit dans le monde dans lequel on vit, on essaie de tirer notre carte, de jouer le meilleur des jeux avec les conditions qu'on a. On peut quand même avoir une meilleure eau que celle qu'on va trouver à Paris, par exemple. Ouais. Non, mais je sais, parce que ce matin, on est à Paris, j'ai fait couler le robinet. Quand j'ai senti l'odeur, j'ai dit non, mais on ne peut pas la boire. Elle me dit non, elle est pas là pour boire. D'accord, ok. Moi, spontanément, je bois l'eau du robinet parce que chez moi, j'ai l'eau qui vient de forage, donc qui est tout à fait saine. Donc je bois l'eau de mon robinet. D'un forage personnel, ça veut dire c'est ta source alors. Ouais, exactement. Ouais. Donc je me pose pas de problème et ça a toujours été quelque chose de spontané pour moi, tu vois. Donc c'est vrai que l'idée d'aller acheter des bouteilles pour consommer de l'eau, ça me venait pas à l'idée. Et en plus, je suis pas persuadé que l'eau qu'on va boire en bouteille soit d'extraordinaire qualité parce qu'elle a stagné dans des bouteilles. Donc oui, je pense que l'accès à de l'eau potable de qualité va être un véritable enjeu et c'est pour moi un droit inaliénable des peuples. Et là, il y a un gros débat sur la privatisation de l'eau qui est en cours. Et pour moi, là, il y a des gros enjeux. C'est-à-dire que si on lâche à ce niveau-là, ça veut dire qu'on lâche une grande partie de notre responsabilité. Et si on ne lâche pas et qu'on gagne ce combat, je pense que ça sera vraiment une inversion du rapport des forces actuellement. Et ça sera vraiment une affirmation forte que le profit et le fait d'alimenter la machine économique n'a pas la dominance sur nos vies et la qualité de la vie. Là, je pense qu'il y a vraiment un vrai combat, une fracture qui est en train de se passer, qui est importante. Et en Amérique du Sud, ils nous montrent le chemin. Le chemin, donc toi, je veux dire, politiquement, tu serais pour, on va dire, un service public de l'eau, par exemple, complètement nationalisé. S'il est fait de qualité, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais je suis pour une réappropriation du pouvoir par le peuple, d'une certaine manière, pour une vraie démocratie qui ne soit pas une démocratie délégative, mais qui soit une démocratie de la responsabilité. Mais là, c'est toujours pareil, parce que on dit ah ben voilà, les élites ne nous respectent pas et tout, mais c'est aussi à nous de nous impliquer complètement. Je veux dire, si ça se passe comme ça aussi, c'est parce que on a une culture aussi dans laquelle finalement, on critique, on manifeste, on défile en levant le poing, et puis après finalement on ne fait pas grand chose, parce que s'impliquer aussi pour les choix de la cité, de nos communautés, ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande de la prise de position, donc c'est un jeu de dupe à deux pour moi, et il y a vraiment un véritable enjeu de se réinvestir dans l'action politique en tant que telle, au sens le plus noble du terme, parce que moi je crois que c'est quelque chose de beau, d'arriver à administrer pour le bien de tous finalement des petites communautés, des petits groupes humains, et oui, pour un service public de l'eau, absolument, sans hésiter. Alors, on me dit, que penses-tu des prescriptions alimentaires en fonction des groupes sanguins? Dire, par exemple, que les patates douces ne sont pas recommandées pour les personnes du groupe A, etc. Si tu penses que ça, c'est une... Ouais, c'est non, j'y crois pas, j'y adhère pas. Non, t'adhères pas. Hein. J'y adhère pas. Non, je pense qu'on a tous la même constitution, que même s'il peut y avoir des différences de terrain ponctuelles, il n'y a pas de différence constitutive et il n'y a pas de régime alimentaire en fonction du groupe sanguin. Je n'y crois pas, je pense que c'est un bon moyen d'attirer l'attention. Bon, après, voilà, je peux encore me tromper, mais de toute mon expérience, c'est pas quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Bonjour Méta TV et Thierry. Tout le discours que Thierry a pu tenir au début de l'émission me fait beaucoup penser à celui de Guy-Claude Burger et de son instinctothérapie. Est-il possible de chercher à suivre un mode de vie et cette alimentation instinctive originelle dans le monde actuel qui a été complètement modifié et qui fausse probablement tout au niveau instinctif? N'est-ce pas voué à l'échec? Ce discours d'alimentation originelle instinctive est-il compatible avec la consommation de jus de légumes? Alors, je pense que dans sa question, il y a beaucoup de vrai. On n'est plus du tout dans un contexte originel. Et il ne faut pas rêver quand on parle de modèle naturel et ainsi de suite. On ne sait plus ce que c'est le modèle naturel. Il y a très longtemps qu'on s'en est éloigné. Je constate quand même que cette capacité du corps humain à reconnaître ses besoins, elle fonctionne encore partiellement ou totalement avec les conditions qu'on a actuellement. Certainement, ça fonctionnerait beaucoup mieux dans un contexte naturel si on était en pleine forêt. C'est pas le cas. Il me semble que c'est quand même un outil qui est intéressant, qui peut nous guider. C'est pas un outil absolu, mais c'est un outil qui peut nous guider pour arriver à déterminer quels aliments et ainsi de suite. Je peux pas dire que je passe mon temps, moi, à chercher quel aliment est bon pour moi et tout. Je le garde juste en tête, tu vois, des fois. Et puis, c'est surtout que ça me donne la capacité de me dire que si par exemple à un moment je n'ai envie que d'un seul type de fruit, par exemple, je m'interdis pas de manger que ça. Tu vois, si un jour j'ai envie de manger, je sais pas moi,
c'est rare, mais que des bananes par exemple, je vais pas me poser de problème avec ça. Je vais me dire ok, ça correspond à un besoin, puis voilà, je vais faire le Et plein. toi, tu proscris toute forme de produits laitiers, c'est-à-dire tous les produits laitiers, lait, fromage, tout ça, c'est proscrit. Globalement, oui. Des études récentes ont montré que il se pourrait, alors je garde beaucoup de bémols, moi je crois que il y a quand même pas mal d'ambiguïté là-dessus. Ce qui est certainement absolument délétère, c'est tous les produits laitiers pasteurisés. La pasteurisation détruit tout ce qui est vivant dans le lait, tous les enzymes qu'il y a dans le lait, et le transforme vraiment en un produit qui est vraiment inadapté à l'espèce humaine. Il y en a qui disent que les produits laitiers fermentés longuement, tu vois, par exemple là aussi, quand on te parle de yaourt, les yaourts traditionnels, les gens les faisaient pendant 24 heures. Il y avait une fermentation longue et une prédigestion qui se faisait. Maintenant, c'est des trucs qui sont faits en quelques heures, très rapidement, avec des agents de coagulation, donc ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui défendent que les produits laitiers fermentés traditionnellement, de façon crue, à partir de lait cru et ainsi de suite, n'auraient pas un impact négatif sur l'organisme. J'entends leurs arguments, ça ne m'a pas vraiment convaincu. En même temps, je sais que traditionnellement dans les campagnes avant, il y avait beaucoup de gens qui soignaient avec du lait de chèvre cru. Voilà. Donc, je n'ai pas l'arrogance de penser que nos grands-parents étaient stupides, loin de là, au contraire. Donc j'entends. Personnellement, je n'applique pas, je n'ai pas tendance à recommander. Il me semble que les organismes actuels sont de moins en moins adaptés aux produits laitiers. Mais voilà. En tout cas, s'il y avait quelque chose à dire, c'est les produits laitiers pasteurisés, pour moi, c'est un véritable poison. Pour ceux qui sont crus, fermentés longtemps, il y a des débats, il y a des polémiques. À titre personnel, je préfère m'en passer largement. D'accord. Alors, on dit quoi encore aussi? Dans les textes anciens, il est souvent dit que l'homme se nourrissait uniquement de végétaux, fruits, feuilles, légumes. Par exemple, dans la Bible, l'homme a été créé pour se nourrir de fruits et d'herbes jusqu'à sa descente dans le jardin d'Éden, dans des Védas, etc. Donc, est-ce que c'est vrai, il y a cette, on va dire quoi, cette prédisposition de l'homme à exclusivement manger on va dire des fruits et des légumes? Et moi, j'ai une question aussi. On nous a souvent, on va dire, alors ça, c'est un argument qu'on nous a apporté, que le fait de cuire les aliments, ça facilitait le travail de notre corps. Et que ça apportait du bien-être, voilà, qu'un repas chaud en fait apporte une forme de bien-être. Ok, alors par rapport au texte traditionnel, il est certain que dans la Bible, dans Genèse, dans le chapitre 1 de Genèse, on présente l'homme comme se nourrissant de fruits et d'herbes portant des graines, uniquement. Après ça, après on croit à la Bible ou pas, on y apporte sa caution ou pas, après ça il y a eu la descente. Et on ne vit plus dans le temps du jardin d'Éden, déjà, premièrement. Mais ça nous donne quand même une bonne indication de comment l'homme a été constitué selon cette tradition. Après, tu sais, dans la Bible, il y a aussi, par exemple, qu'on croit ou pas à la Bible, il y a quand même des faits historiques avérés qui sont liés à ce texte-là, ça c'est évident. Et par exemple, il y avait quelque chose qui m'avait toujours interpellé, il y a un texte qui fait état du prophète Daniel, qui était un très grand prophète. Ouais. Et Daniel, à un moment, il a été amené captif à la cour de Nabuchodonosor, si je ne me trompe pas. Et il demande à être nourri, on raconte dans le texte, il demande à être nourri uniquement de légumes et d'eau. Et on dit qu'au bout de 15 jours ou 3 semaines, eh bien, il avait développé une force physique qui impressionna Nabuchodonosor. Donc tu vois, il y a des choses qui émanent comme ça. Alors, de là à appuyer des choix alimentaires sur ces textes-là, il me semble que c'est assez compliqué. Surtout que ce sont des textes spirituels qui ne sont pas toujours venus pour être des enseignements alimentaires. Et donc il ne faut pas leur demander ce qu'ils ne sont pas venus apporter. Par contre, ça peut donner des indications. Et effectivement, dans nombre de traditions, il y a le recours quand même aux fruits et aux légumes consommés de façon la plus brute. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'effectivement, c'est un constituant majeur, sinon exclusif, de l'alimentation humaine. Ça, j'en suis persuadé. Alors après, voilà, il y a des... Si tu veux, sur le gros... Oui, 100%. Après, je me garderai parce que même dans la Bible, on peut prendre différents passages et puis il y a des gens qui vont dire oui, mais Jésus, de toute façon, il mangeait des légumes, il mangeait du poisson, il mangeait de la viande, il ne se posait pas de problème. Puis il y en a d'autres qui vont dire oui, mais de toute façon, Jésus, il n'était pas venu pour parler d'alimentation, il était venu pour parler d'amour. Donc, en fait, tu vois, c'est des débats sans fin. Donc, je ne sais pas. Par contre, ça donne des bonnes indications, il me semble. Des vraies bonnes indications sur quand même quelque chose qui est la base et qui se vérifie physiologiquement parlant. Et donc toi, tu me parlais de l'alimentation, la cuisson qui permet... La cuisson qui permet en fait de faciliter le travail du corps. Alors, la cuisson réalise un début de décomposition. Hein, c'est-à-dire, elle commence à découper. C'est un travail de prédigestion d'une certaine manière. C'est certain. Et c'est particulièrement adapté pour diminuer le travail digestif. Ça, c'est clair. Par contre, tu perds énormément de nutriments. C'est pour ça que je dis toujours que le recours à une alimentation exclusivement crue
demande aussi un corps qui a une énergie digestive suffisante. Donc, c'est là où il faut apprendre à balancer entre bénéfice d'avoir un maximum de nutriments et capacité réelle du corps à un instant T à tirer le parti de cette nourriture. Parce que tu as beau te nourrir de la plus belle des nourritures, d'accord? La carotte, quand tu l'ingères, bon, elle est là, tu la manges, tu as beau la mâcher, tant qu'elle n'est pas digérée et assimilée, elle va traverser et elle peut sortir direct dans les toilettes totalement intégrée, totalement intégrale. Et finalement, tu n'en auras rien tiré. L'important, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir en tirer. C'est pour ça que souvent, on me dit « Ah, tu as mangé combien de calories et tout ?» Je dis « Mais ce n'est pas le nombre de calories qui est important. C'est qu'est-ce que tu vas assimiler sur ces calories. » Et ça va dépendre de ta capacité métabolique de ton corps. C'est pour ça que, entre cuit et cru, moi, chaque fois dans les vidéos, je dis aux gens, un maximum de fruits et de légumes, crus et ou cuits, en fonction des besoins spécifiques des individus, de là où ils en sont, et puis en fonction aussi des besoins aussi. La nourriture, elle ne fait pas que nous nourrir sur le plan physiologique, elle nous nourrit aussi sur le plan, émotionnel et tout. Et des fois, l'hiver, il fait froid et tout ce que tu veux, un truc chaud, c'est tout à fait agréable. Puis là aussi, il faut vraiment mettre les choses en rapport entre le fait de faire frire quelque chose dans une huile de friture montée à 200 degrés ou des choses comme ça, et puis le fait de faire une soupe bouillie tranquillement au pot-au-feu, tranquillement sur un petit feu, je veux dire, c'est juste le jour et la nuit, quoi, tu vois, en termes de caractère mauvais, délétère. Le fait de cuire des légumes, par exemple, pour faire une soupe, bon, tu vas perdre quelques vitamines et minéraux, mais à part ça, tu vas vraiment pas avoir de composés négatifs qui vont se former. Par contre, si tu fais frire à très haute température, tu vas avoir énormément de composés cancérigènes qui vont se produire, qui vont s'apparaître. Donc, il y a cuisson et cuisson, là aussi, tu vois, il ne s'agit pas de raisonner de façon manichéenne, c'est pas mon propos. Donc, et puis une cuisson, on va dire, avec tous ces appareils, la Vita Saveur, tout ça, oui, qui disent qu'ils font cuire à basse pression. Basse pression, basse température. Mais oui, mais bien sûr, quitte à faire de la cuisson, s'orienter vers ce type de produit, c'est maximiser les risques et surtout maximiser les nutriments. C'est-à-dire qu'on va garder un maximum de minéraux et de vitamines. Dans l'absolu, c'est vrai. Et pour certaines personnes qui n'auraient pas la capacité digestive, ou en tout cas qui ne l'auraient pas encore, eh bien, au départ, passer par cette étape-là, entre guillemets, si elles veulent après passer à du tout cru, mais d'abord passer à cette étape-là pour guérir les intestins, ainsi de suite, c'est intéressant. Oui, parce que toi, tu disais justement, ce que tu disais, les changements radicaux, c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est ça que tu disais, que les gens qui veulent trop faire, changer du jour au lendemain, on arrête. On est beaucoup à l'avoir fait, parce qu'il y a aussi un truc un peu absolu. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est plus souvent les hommes que les femmes. Les femmes sont plus en lien avec leur ressenti, et donc elles vont pas faire les trucs au mental. Par contre, les mecs, tu vois, on chausse une idée, et puis c'est, on y va, et puis pas question. Et même si le corps, il crie, même s'il a mal, même tac, on y va, tu vois, c'est le côté très intellectuel, très, très masculin. Mais... je ne sais plus ce que je voulais dire, mais si tu veux, cette notion de transition, pour moi, elle ne doit pas éluder le problème. C'est que pour réparer un corps qui est déminéralisé, il va falloir une surabondance de minéraux et de substances anti-inflammatoires. Alors souvent, on reproche aux légumes crus d'avoir des fibres, par exemple, qui vont être trop agressives, qui sont lourdes pour les intestins, qui vont irriter les intestins. C'est pour ça que la cuisson peut être une réponse. La cuisson peut être une réponse dans le sens où ça assouplit les fibres, ça réalise un travail de prédigestion. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que ça va supprimer une partie des nutriments. Il y a une autre réponse qui est une réponse plus moderne et à laquelle moi je souscris totalement et que j'apprécie et que je pratique énormément. C'est ce qu'on appelle les jus de légumes. C'est-à-dire qu'il existe des petits appareils sur lesquels on passe les légumes, on sépare les fibres des jus. Alors là, l'avantage, c'est que le jus n'est pas du tout dénaturé, tu as la totalité des nutriments. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se nourrir que de ça, parce que tu as besoin aussi de fibres dans ton alimentation, mais ça aussi c'est un bon moyen de rajouter une bonne quantité de minéraux et de vitamines, sans avoir l'inconvénient d'avoir un énorme truc. Tu vois, l'exemple que je donne souvent, c'est, va te faire un jus avec 5-6 carottes, ça va te faire un grand verre de jus de carotte, tu le bois, enfin voilà, c'est très agréable, ça a très bon goût. Va commencer à manger 5-6 carottes râpées, déjà ça va te faire un énorme bol, et tu vas en avoir plein le ventre, alors que ça ne va pas vraiment te nourrir, tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est une méthode, une réponse adaptée, c'est une réponse, là tu vois, quand on parlait de contexte naturel, il est certain que les extracteurs de jus, ça n'existe pas dans le contexte naturel. Donc je ne suis pas en référence avec une espèce d'Éden naturel, pas du tout. Mais c'est, il me semble, une bonne réponse adaptée à notre époque moderne. Voilà. Ouais. Et alors ça veut dire que, comment dire, si on boit que du liquide, est-ce que le corps aussi, il va pas avoir des modifications justement où il va... On va dire, on va lui faciliter la vie, l'estomac, bon, mais il n'a plus trop à travailler, plus ouais, rien. Théoriquement, c'est vrai. Alors après, il y a des gens qui ont fait des cures uniquement liquides pendant des temps longs, des 1 an et demi, et qui ne semblent pas avoir présenté de problème. Mais théoriquement, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, à titre personnel, j'ai plutôt tendance à dire aux gens, moi, je rajoute des jus de légumes, par exemple, dans mon alimentation,
je les rajoute en plus. Et d'ailleurs, je les rajoute d'autant plus que je trouve que c'est vraiment une façon très facile de commencer à rajouter des fruits et des légumes dans son alimentation. C'est-à-dire que je dis souvent aux gens, bon, pour l'instant, vous touchez rien, et vous rajoutez simplement un petit verre de jus de légumes de temps en temps avant un repas. Et puis le reste, tu le gardes normal, tu vois, simplement ça. Je trouve que c'est une bonne façon. On n'enlève rien, on commence par rajouter. Mais théoriquement, oui, ça peut poser des questions, le fait de se nourrir que de jus de légumes. Et voilà, pour une longue période, ça peut déséquilibrer l'organisme, j'imagine. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui témoignent que ça n'a pas été le cas sur des périodes relativement longues. Mais bon, voilà, c'est un engagement qui n'est pas, voilà, qui est pas anodin. Alors, il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce que il y a vraiment, tu as proscrit toute forme de viande animale dans ton alimentation. Voilà, je sais plus, bon, j'aurais pu, j'ai vu tout à l'heure la question, qui nous disait vraiment, voilà, il disait, c'était une fille, je me rappelle plus son nom, qui disait, oui, en toute sincérité, est-ce que tu peux nous dire, tu as vraiment proscrit toute viande animale ou pas? Alors déjà, j'étais, voilà, matière d'origine animale. Ouais, voilà. Alors déjà, je t'ai dit au début de ma pratique, hein, quand j'ai commencé à manger cru, au contraire, j'ai mangé beaucoup de produits animaux. C'est-à-dire que quand je suis tombé très très bas, physiquement parlant, on m'a proposé de manger des produits à l'instinct, quelque part, de me diriger avec mon plaisir. Et il se trouve que, à l'instinct, entre guillemets, on m'avait proposé aussi de la viande, une sorte de jambon séché, tu vois. Et c'était pas du jambon, c'était pas salé, mais c'était de la viande. Quand je dis viande crue, les gens tout de suite ils voient un truc qui sanguinolent. Je préfère dire viande séchée, hein, oui. Parce que ça donne, parce que tout de suite, sinon ça devient un peu Dracula, quoi. Viande très grasse, séchée. Et c'est vers ça que je me suis dirigé. Et j'en ai mangé pas mal pendant quelques mois, même presque une année, un peu plus d'une année, et ainsi de suite. Et sur le plan métabolique, je le comprends parfaitement. J'étais épuisé, j'avais plus d'hormones, j'avais mon système nerveux qui était complètement HS. Il me fallait une source très très concentrée, donc avec beaucoup de matière grasse pour me reconstruire. Il me fallait une source qui m'apporte des neurotransmetteurs, des hormones, il y en avait dedans. Donc quelque part, j'ai utilisé l'animal, il faut le dire comme ça, pour faire à ma place un boulot que je ne pouvais plus faire. C'est-à-dire que je ne pouvais plus produire des hormones, des neurotransmetteurs comme il fallait. Les animaux les produisaient pour moi, c'était vrai. Ensuite, j'ai complètement arrêté de manger des produits animaux pendant 5, 6, 7 ans quasiment. Et j'ai recommencé à en consommer un petit peu en début d'été ou fin d'été, un truc comme ça. On ne peut pas dire que j'en fasse des cures énormes. C'est aussi parce que je voulais voir. Moi, je suis quelqu'un qui essaye de chercher tout le temps. Et je voulais voir quel impact ça avait sur mon organisme. Alors bien sûr, en faisant attention, on va me reprocher, hein, il y a les gens qui disent mais ils se prétendaient végétariens ou végétaliens. Je ne suis pas vegan au sens de militant. Oui. Voilà, je ne suis pas vegan au sens de militant, ainsi de suite. Pas du tout. À titre personnel, quand j'étais jeune, quand j'étais chez ma grand-mère, c'est moi qui tuais les poulets. Donc je sais ce que ça représente de tuer les poulets, je sais les tuer. Je sais ce que ça représente d'avoir le sang d'un animal sur les mains, donc je joue pas avec ça, tu vois. Si je peux m'en passer, je le fais pas, voilà. Là, j'ai voulu quand même sur un plan de la compréhension, voir si ça ajoutait quelque chose, si ça enlevait. Et en plus, c'était une façon d'accompagner aussi d'autres personnes qui consommaient des produits animaux. Donc j'en ai reconsommé là, depuis cet été à peu près, un petit peu de façon ponctuelle. Je ne peux pas dire que ça change grand-chose, mais je pense que je suis suffisamment reposé et ainsi de suite pour maintenant avoir la possibilité de m'en passer ou de ne pas m'en passer. Mais voilà. Et puis c'était une façon aussi de dédramatiser le débat aussi, hein, parce que de pas me faire passer pour un super vegan ou un super... Non, voilà, je suis juste comme tout le monde, j'ai des expériences et voilà. Vegan, ça fait très ambiance Gare des Étoiles, je trouve. Alors, on me dit un coucou de Jocelyne des Landes, tiens, c'est un petit message pour toi, je pense. On nous dit, j'ai une question, est-ce que le fait de manger cru est une solution alternative pour lutter contre le cancer et les maladies que l'on soigne généralement avec des médocs, type grippe, chiasse. Bon, chiasse, on peut trouver d'autres mots, mon cher esprit critique. Alors, est-ce que le fait de manger cru est une solution alternative pour lutter contre le cancer? Alors, ouais. Ce qu'on sait, c'est que de bombarder l'organisme avec des produits qu'on dit antioxydants a une action très favorable sur la diminution des tumeurs cancéreuses. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ont proposé à l'extrême de bombarder l'organisme avec des injections de vitamine C. Il y a un prix Nobel de médecine qui s'appelle Linus Pauling qui a beaucoup parlé des injections massives de vitamine C. Alors pour moi, ça me semble présenter énormément d'inconvénients. Par contre, le fait de se tourner massivement vers les fruits et les légumes assure un apport d'antioxydants permanent. Il y a une autre cure qui est la cure de raisin, par exemple, qui est assez connue, qui est une cure qui est reconnue comme étant, on va dire, curative, ou en tout cas qui participe à la guérison de nombreuses personnes qui ont eu un cancer. Il y a, aux États-Unis aussi, il y a un institut qui est très connu, qui s'appelle l'Institut Max Gerson. Max Gerson, c'était un médecin naturopathe dans les années 30 ou 40, qui
guéris, et vraiment ils ont des retours d'expérience, enfin, c'est étayé, hein, grâce principalement à des jus de légumes et des jus de fruits, uniquement, jus de cru et les fruits. Donc, est-ce que le fait de manger cru est une solution alternative pour lutter contre le cancer? Nombre d'éléments permettent de le penser, oui. Après, c'est toujours pareil, hein, ça dépend du stade d'évolution, ça dépend de la force nerveuse de la personne, enfin voilà, c'est pas pour dire c'est le remède absolu contre tous les types de cancer, ça dépend où on en est, ça dépend... Force est de constater qu'il y a énormément de témoignages qui témoignent qu'il y a une approche alternative à la traditionnelle chimio-radio, qui d'ailleurs est loin de porter les fruits qu'on voudrait lui faire porter. Il y a quand même pas mal d'articles de plus en plus qui montrent que la chimiothérapie et la radiothérapie ne sont pas une chance absolue de survie, c'est loin de là, c'est pas une assurance vie du tout, et ça a un impact physiologique sur le corps humain. C'est pas anodin de prendre un traitement qui va te faire perdre tes cheveux, tes dents et ainsi de suite. C'est que quelque part, ça te met quand même, ça te fiche un sacré coup à l'organisme. L'approche par les fruits et les légumes, là aussi, par contre, c'est un engagement personnel. C'est-à-dire que tu quittes une voie qui est une voie reconnue, on va dire, la chimiothérapie, la radiothérapie, tu t'engages sur une voie qui est plus hasardeuse. Alors, c'est clair que ça suscite beaucoup de peur. Et c'est pour ça que les témoignages sur Internet sont très importants. Parce qu'il y a des témoignages, il y a pas mal de témoignages qui témoignent effectivement qu'on peut avoir une approche alternative au niveau du cancer. Et j'y crois personnellement énormément. Ouais, parce que ça, on nous pose souvent la question, ça, hein, par rapport au cancer. On a une question, c'est vrai, on me dit, qu'est-ce que tu penses de l'argent colloïdal? Ça, c'est... on en a parlé. Ouais, alors l'argent colloïdal, ça aussi, ça fait partie, comme la vitamine C, des remèdes, entre guillemets, bien à la mode. Je m'en méfie énormément, parce que je sais que l'argent est un produit qui est présent dans le corps à l'état de trace. Hein, et c'est pas parce qu'on voit une suppression des symptômes que c'est quelque chose de positif. Hein. Si tu veux, moi je peux te donner n'importe quelle antibiothérapie, hein, et tu vas avoir une suppression de tes symptômes. C'est pas pour autant que tu vas aller mieux dans ma compréhension du corps. Tu vas au contraire empêcher une réaction de nettoyage du corps. Pour moi, l'argent colloïdal, il est toxique pour le corps quand on le prend en si grande dose. Ça amène à des améliorations visibles. Mais c'est pas parce que tu as des améliorations visibles que ton corps va réellement mieux. C'est juste que pour moi, tu as supprimé la manifestation du trouble. Et il y a quand même, là encore, l'argent colloïdal, il y a quand même pas mal de témoignages sur le net si on fait les recherches, surtout si tu fais des recherches en anglais, de personnes qui témoignent qu'effectivement, ils ont pris de l'argent colloïdal. Pendant un temps, il y a eu une suppression des symptômes, tout allait bien. Puis d'un seul coup, ils ont commencé à manifester des effets secondaires parce que c'est pas anodin de mettre quelque chose qui est simplement présent à l'état de trace dans l'organisme, de le mettre de façon massive. Tout est en équilibre dans l'organisme, tous les minéraux sont présents, tous les métaux et tous les minéraux sont présents à l'état d'équilibre. Si tu en amènes un de façon massive, ben ça va déséquilibrer toute la chaîne. Et il va y avoir toute une chaîne de conséquences dans le corps, alors qui va compenser comme il peut, mais force est de constater qu'avec l'argent colloïdal, d'après moi, ça a plus d'effets délétères qu'autre chose. Par contre, ça paraît être un quick fix, comme ils disent en anglais, tu vois, une solution rapide, une solution un peu miracle, et qui a le mérite dans les milieux un peu alternatifs, tu vois, l'argent colloïdal, ça fait mieux que les médicaments allopathiques, tu vois, on dit, voilà, c'est alternatif. Hein. C'est pas parce que c'est alternatif que c'est bon. Hein. C'est pas parce que c'est pas allopathique que c'est bon. Il faut là aussi juger ça en fonction des effets secondaires. Il me semble que l'argent colloïdal a des effets secondaires qui sont beaucoup trop lourds pour l'organisme. Et puis que là aussi, on joue avec quelque chose dont on a très peu de retours, enfin, tu vois, on a très peu de temps d'expérimentation. Pas de recul, pas de recul, excuse-moi, voilà, je cherchais le mot. On a très peu de recul, très peu d'études sur les effets que peuvent avoir l'ingestion massive de ce produit dans l'organisme. Oui, parce que ça s'utilise, donc j'ai vu, on en parlait l'autre fois avec VV, justement, il disait qu'on pouvait le boire ou le mettre sur la peau. Lui, il aime beaucoup l'argent colloïdal. Ouais. Ça fait partie des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, de toute façon. Il faut un petit débat, alors. Oui, c'est possible. Mais j'avoue que je ne suis pas spécialiste de l'argent colloïdal. Hein, donc. Alors, on me dit, peux-tu nous expliquer, c'est vrai, alors... végétarien, végétalien, végan, frugivore. C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Moi, je pensais avant, il y avait les végétariens, et puis voilà, c'est quelqu'un qui mange pas de viande. Puis finalement, on m'a dit non, il y a les végétaliens. Alors, c'est ceux qui excluent toute forme de nourriture animale, y compris les œufs, le poisson, etc. Le miel, oui. Le miel, voilà. Bon, le miel. Mais c'est gentil le miel, on tue personne. Ouais, alors, oui et non. Pour avoir, j'ai des ruches chez moi, hein, et mes abeilles, je les aime énormément. Et, bah, t'es pas un tueur d'abeilles. Non, je suis pas un tueur d'abeilles. Après, je sais qu'il y a énormément de formes d'apiculture qui sont totalement un massacre pour les abeilles. Il y a des apiculteurs qui produisent en grande quantité, qui sont un massacre pour les abeilles. Après, chez les végétaliens, il y a la notion d'exploitation animale. C'est-à-dire que pour eux, amener un animal à produire pour toi, c'est le maintenir sous ta coupe, d'une certaine manière. Et donc, c'est le parti pris végétalien. Végan,
je ne suis pas sûr de faire la différence entre végétalien et végan. Je pense que dans le végan, il y a un degré au-delà encore. Ça fait un peu sexe, je trouve, végan. Ouais. Ah, c'est des choix, c'est des choix éthiques et des personnes. Vraiment, moi, dans les vidéos, mon propos, c'est de vraiment donner aux gens les éléments pour faire leur choix. Et j'essaye de ne pas rentrer dans un débat éthique parce que sinon, on s'en sort pas. On s'en sort vraiment pas. Je laisse chacun faire son truc. Et donc, frugivore, c'est ce que je te disais, c'était plutôt proche de ce qui me semble être l'anatomie comparée qui nous montre que l'organisme humain est composé comme ça, c'est-à-dire une majorité de fruits et de légumes. Accessoirement, on est adapté à la consommation d'une petite quantité de produits animaux. Voilà. Après, tout ça, c'est des catégories qui sont parfois un petit peu rigides. Je m'en méfie un petit peu. Et puis, c'est toujours pareil, moi je dis toujours aux gens, et voilà, est-ce que si on est végétarien pendant 6 ans, puis qu'on recommence à consommer un produit animal, puis qu'à nouveau on est végétarien pendant 3 ans, est-ce qu'on est végétarien tout le temps? Enfin, tu vois, on rentre dans des trucs... Je pense que c'est à chacun son âme et conscience à partir de son chemin, son expérience de faire ses choix, quoi, vraiment. On me demande aussi comment expliquer qu'une jeune maman ne puisse allaiter faute de lait. Est-ce un problème hormonal ou autre? C'est vrai, je sais, non ça. Alors il y a une hormone qui s'appelle la prolactine, qui est produite par une glande, là, qu'on appelle la glande pituitaire à ce niveau-là, qui est responsable de la production de lait au niveau des seins. La plupart du temps, alors là pareil, on n'est pas en consultation, donc voilà, il y a très peu d'éléments, donc ça serait très difficile. Je dirais que la plupart du temps, les problèmes de manque de lait, ça concerne des mamans qui sont au bord de l'épuisement. Malheureusement, c'est très souvent le cas, parce qu'on a de plus en plus de mamans qui sont seules, des familles monoparentales, enfin voilà. Et il n'y a plus, avant, enfin je veux dire, il y avait les mères qui étaient là, il y avait les grands-mères qui étaient là, enfin tout le monde se soutenait, se supportait. Et puis ça arrivait de faire appel à une nourrice pour nourrir l'enfant, et puis voilà, on se prêtait le sein, et puis celle de la famille qui pouvait donner le sein, le donnait, donc ça arrivait. Maintenant, le problème, c'est que tout ça, ça a explosé. Les mères se retrouvent toutes seules à gérer des enfants, avec un boulot en plus à gérer. Elles sont en épuisement vraiment chronique et l'état de nombreuses mères... Elles n'ont plus de lait. Elles n'ont plus de lait. Elles n'ont plus de lait. Non. A priori, ça pourrait être une explication. Après, il faudrait voir les cas individuels. En plus, là aussi, alors ça, tu confirmes ou t'infirmes, mais il semble que le lait maternel contienne un certain nombre d'anticorps indispensables et que justement, c'est plutôt préjudiciable pour l'enfant de ne pas avoir été nourri au lait maternel. Mais le lait maternel est l'unique aliment adapté à l'enfant. Alors on dit au moins jusqu'à, alors je ne voudrais pas faire d'erreur pour ne pas me faire taper dessus, mais jusqu'à 9 mois, et qu'à partir de 9 mois on peut amener à la diversification. Il semblerait qu'on peut largement nourrir un enfant avec du lait jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il y en a même qui le font plus longtemps que ça. Après ça devient une part congrue de l'alimentation et que c'est jamais quelque chose de négatif. Non, c'est rassurant de se dire que le lait de la mère est l'aliment le plus adapté à la construction du petit humain, qu'il est parfaitement équilibré au niveau métabolique et qui contient, comme tu le disais, des substances qui sont essentielles à la construction du système immunitaire de l'enfant. Et que le fait de le priver de lait, à part de remplir les poches d'un certain système, eh bien, ça n'a aucun intérêt et c'est même extrêmement dangereux. Ça construit des individus qui sont beaucoup plus fragiles. Ça, c'est évident. Ouais. C'est évident. Ça fait partie des grands les grandes marques de lait disent le meilleur après le vôtre. Alors, on me dit, ton message évolue au fur et à mesure des années. Ne penses-tu pas que des vidéos débriefs pour revenir sur des choses qui ont été dites de façon catégorique et qui se révèlent moins strictes? Oui, mais je le fais régulièrement. Je le fais régulièrement. J'ai pas... Tu vois, par exemple, quand je te parlais des jus de légumes, au début, dans les premières vidéos, je dis ouais, mais c'est pas naturel, il n'y a pas d'extracteur dans la forêt, tu vois, ce genre de truc. Maintenant, ça me fait rigoler. Je dis ok, j'ai dit une bêtise. C'est tout. J'ai dit une bêtise, et puis voilà, je me donne le droit. Tu sais, je me pose pas comme une autorité, je me pose pas comme un spécialiste, je me pose comme quelqu'un qui est en expérimentation et qui avance pas à pas. Et c'est pour ça que c'est important pour moi que chacun prenne sa responsabilité, parce que ce que je fais que proposer, c'est ma vision, mon regard par rapport aux choses, et que c'est à chacun de le passer au filtre de son libre arbitre. Et que si ce n'était pas le cas, ça serait vraiment trop dangereux. Si je sais que tout ce que je dis est appliqué à la lettre immédiatement, et ainsi de suite, c'est extrêmement angoissant pour moi. Ça veut dire que ça me donne une responsabilité. Enfin, il va falloir que je mesure tous mes propos. Non, je fais des expériences, je fais des expériences pour moi-même, que je relate. J'essaye de les étayer le plus possible, de donner des arguments, d'expliquer pourquoi je fais comme ça. Et si ça parle à la personne, eh ben, j'ose espérer qu'elle va essayer, mais avec son esprit critique et avec son libre arbitre aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je lis énormément de choses sur le net. Enfin, des fois, je lis des choses, je dis, oh, c'est de la folie, ça, c'est même pas la peine. Je ne veux pas essayer. Puis il y en a d'autres, je me dis, waouh, c'est interpellant, ça. Ok, je vais essayer, mais je ne vais jamais me retourner contre la personne si ça ne marche pas. C'est moi qui ai essayé, quoi. C'est ma responsabilité.
Mais pareil, on est dans une culture qui est une culture de la délégation, où on a tendance à reprocher aux autres notre propre démission de notre responsabilité. Et ça, je pense que c'est un des gros challenges du système éducatif à venir, c'est une gros challenge au niveau de la réforme de la société, c'est de reprendre à titre individuel et à titre collectif notre responsabilité. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est un message que je martellerai sans cesse et qui est vraiment important. Et en termes de santé, il y a des gros challenges. Alors on me dit Thierry, je t'écoute du Québec, je t'écoute depuis 2011, j'ai suivi beaucoup de tes conseils et rassure-toi, ils sont bons. Je t'adore, merci d'être là au centre de cette jungle alimentaire. Voilà, bravo, merci pour ton témoignage. Bon bah, c'est pas vraiment... C'est ça du Québec, tu vois. Ouais, je suis allé au Québec cet été, j'ai beaucoup aimé l'accueil des Québécois, j'aime beaucoup les Québécois. Ouais. On me demande si t'es pour une purge avant le jeûne. Tiens. Une purge avant le jeûne. Oui, on m'a posé la question, tiens, récemment. Oui, globalement, ça peut être intéressant. En même temps, c'est toujours pareil. Une purge, ça demande un effort à l'organisme. Ça demande à expulser, donc ça mobilise beaucoup d'énergie pour l'organisme. Si la personne est quelqu'un qui a une bonne vitalité, aucun problème. Si la personne est quelqu'un qui est déjà épuisé, je me méfie des purges parce que c'est quelque chose qui est violent pour l'organisme, qui est forcé quelque part d'une certaine manière. Et je me méfie de tout ce qui est forcé, même si ça paraît bien a priori, pour un organisme qui est déjà fatigué, et même pour un organisme qui est déjà fatigué, tu vois, jeûner, ça ne me paraît pas toujours la meilleure des solutions. Tu vois, je serais pour des approches plus de diète allégée, par exemple, mais beaucoup moins radicales. Parce que plus un individu est fatigué, moins il va avoir des capacités à compter sur ses propres ressources. Parce que dans le jeûne, tu comptes sur tes propres ressources. Tu comptes sur tes réserves, tu comptes sur le pouvoir de guérison du corps. Mais si tu es épuisé, tu ne les as plus, ces réserves-là. Donc, le jeûne, la purge, oui, pour les individus qui ont encore une bonne vitalité nerveuse, qui ne sont pas trop fatigués. Alors on me demande aussi, c'est vrai, le matin, un petit jus de citron pour préparer le printemps peut aider. En fait, est-ce qu'on peut le matin se faire un jus de citron ou un jus d'orange? Parce que semble-t-il, il y a moins de vitamines que par la vitamine qu'on achèterait en synthèse, qui contiendrait bien plus. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Intéressant. On devait parler de ça avec Vivi aussi. Très très intéressant. Alors, il est certain que si tu prends des cachetons de vitamine C, ils vont pouvoir être extrêmement concentrés. Tu vas avoir une très haute dose de vitamine C. Sauf qu'il y a deux choses. Premièrement, est-ce que parce qu'il y a plus, c'est bon pour l'organisme? Parce qu'on est dans une civilisation où souvent on considère que plus, c'est mieux. Mais en fait, plus, c'est pas mieux. Plus, c'est plus. Et plus, ça peut être largement trop. Je veux dire, si tu te prends plus de baffes, c'est quelque chose de négatif. Donc, je veux dire, on a tendance souvent à penser, on en prend plus, donc c'est mieux. On prend plus de vitamine C, donc c'est mieux pour l'organisme. Non, l'organisme, il a une capacité à traiter la vitamine C. Il a des besoins, des apports journaliers recommandés de vitamine C qu'il peut traiter. Au-delà, on va en perdre une bonne partie dans nos selles, on va l'éliminer par notre urine et par nos selles. Donc, ça va être perdu. Deuxièmement, j'arrive pas à considérer qu'une vitamine C qui a été synthétisée, qui a été mise dans des cachets, a la même qualité qu'une vitamine C qui va être prise directement dans un fruit. Juste, c'est pas possible pour moi de l'imaginer. Parce que la vitamine C qui va être prise dans un fruit, elle va venir avec tout un ensemble de minéraux, d'autres vitamines, de cofacteurs qui vont participer à son utilisation. Dans le cachet, tu vas pas avoir tout ça. Tu vas juste avoir de la vitamine C. On a isolé un produit. Et moi, tous mes formateurs m'ont toujours dit, à partir du moment où on commence à isoler un produit, eh bien, on a perdu le totem. Le totem, c'est l'intégralité des produits qui venaient ensemble pour jouer ensemble. Et quand on prend de la vitamine C, on se rend compte, dans l'assimilation de la vitamine C, il y a des tas d'autres vitamines qui sont nécessaires pour que cette vitamine C soit assimilée de façon adéquate. Quand tu vas prendre un produit isolé, ben, tu vas rater tous ces facteurs-là. Ah, donc ça veut dire qu'il vaut mieux, donc, dans ce cas, prendre le jus d'orange que la vitamine C synthèse. Ah, absolument. Ah, ouais. J'en suis persuadé. Ou jus de citron, voilà. Absolument, j'en suis totalement persuadé. Vraiment totalement persuadé. On ne me vendra jamais un lait synthétique pour remplacer le lait de la mer et on ne me revendra jamais des pilules de vitamine C pour remplacer le jus d'orange ou l'orange même radicalement. Ouais, ou l'orange, enfin, voilà. le fruit lui-même. Le fruit lui-même. Ouais, non, ça j'y crois absolument pas. Je pense qu'on est capable de nous sortir des tas d'études qui tendraient à prouver cela. Parce que je pense que la capacité de malversation, même au niveau scientifique, intellectuel, est très forte pour arriver à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais je ne peux pas croire qu'on puisse arriver à faire mieux que le fruit tel qu'il a été créé. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas et en pratique, je ne l'expérimente pas. Alors, on me dit, j'ai deux questions à poser. Alors, le brossage des dents avec du dentifrice a-t-il une influence à l'intérieur du corps ? Et quel type d'eau consommes-tu? L'eau, tu l'as dit tout à l'heure, ton eau de source. Oui, voilà. L'eau de source ou de l'eau distillée. J'aime beaucoup utiliser l'eau distillée. L'eau distillée? Ouais, l'eau distillée, ouais. Ça surprend beaucoup, l'eau distillée.
souvent on me dit ouais mais l'eau distillée, il n'y a pas de minéraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu regardes une définition de l'être humain il est dit hétérotrophe. Alors hétérotrophe, c'est pareil un nom un peu barbare. Hétérotrophe, ça veut dire que si tu peux pas prendre des minéraux du sol, t'en nourrir et faire que ça devienne les minéraux de ton corps, c'est pas possible. Tu pourras sucer un grain de sable, ça servira à rien. Il n'y a que les plantes qui ont la capacité de prendre les minéraux du sol et via la photosynthèse, via les rayons du soleil, de les transformer en matière élaborée. Et l'homme, qui est hétérotrophe, comme la plupart des animaux, ne peut se nourrir que de minéraux issus des plantes. C'est-à-dire que tous les minéraux qu'on te vend dans l'eau minérale en bouteille, la majorité de ces minéraux sont totalement inassimilables. Et c'est eux qui vont venir s'accumuler, qui vont faire des calculs rénaux, qui vont faire des calcifications à différents endroits. C'est une malversation. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que les minéraux qui sont présents dans l'eau, si l'eau est extrêmement brassée, comme il y a dans les torrents, ou comme il y a par exemple pour les personnes qui dynamisent l'eau, tu as peut-être entendu parler de dynamisation de l'eau, alors là, à nouveau, pendant un temps, on les rend utilisables par le corps humain, parce que c'est une question de charge électrique. Pour moi, l'eau distillée est intéressante parce que c'est un moyen très très simple de rendre n'importe quelle eau pure, chimiquement pure, donc au moins tu n'as plus aucun polluant. Et c'est une eau qui est extrêmement solvante, c'est-à-dire qu'elle va nettoyer tous les déchets dans le corps humain. Il faut savoir qu'à l'échelle de la planète, il y a une grande partie de la population humaine qui boit de l'eau distillée parce qu'ils n'ont pas accès à une eau de qualité. Donc ça n'a rien de hasardeux de consommer de l'eau distillée. Moi, j'aime beaucoup consommer de l'eau distillée. Je consommerai presque exclusivement. C'est une eau qui va énormément nettoyer dans le corps. Mais quand tu dis eau distillée, c'est l'eau déminéralisée, c'est ça? Exactement. Donc, mais alors, c'est pareil. C'est quoi? C'est c'est une légende urbaine, l'histoire de que si on ça va faire exploser les cellules. Bah, que on va se décalcifier parce que comme il n'y a plus justement de minéraux dans l'eau, le corps réagit en se disant bah, on décalcifie puisque l'eau, on nous met une eau sans minéraux. C'est ce qu'on raconte très très souvent. Il faut savoir que les minéraux, quand ils sont présents dans le corps humain, ils sont présents dans les tissus, ils sont liés à la matière vivante, ils sont partie intégrante de la matière vivante et ils sont liés, c'est par des forces électromagnétiques qui sont extrêmement fortes. Pour les déloger de ça, il faut vraiment des produits qui sont extrêmement acides. Et c'est absolument pas l'eau déminéralisée qui a une acidité très faible, qui a un pH, pour ceux qui connaissent, de 6 et quelques. Donc c'est une acidité très faible qui est capable de déminéraliser avec ça. Et en pratique, ça a été, enfin je veux dire, il y a énormément de thérapeutes qui utilisent l'eau distillée. Et je te dis, à l'échelle mondiale, il y a pas mal de populations qui consomment régulièrement. Moi, quand j'étais en Asie, il y a des gens qui, toute leur vie, consomment de l'eau déminéralisée parce que de toute façon, ils n'ont pas accès. C'est le moyen de potabilisation de l'eau le plus simple et le plus low technologie, basse technologie qu'ils puissent avoir dans leur environnement. Donc, ils font de l'eau distillée. Et des distillateurs en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, les gens, ils fonctionnaient uniquement avec de l'eau distillée. Donc, aucun problème de ce côté-là. Pour le dentifrice... Le dentifrice, ouais. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la dentisterie. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il valait beaucoup mieux utiliser du bicarbonate de soude, par exemple, pour se laver les dents, surtout si ton dentifrice contient du fluor. Parce que le fluor est un neurotoxique majeur qui attaque la glande pinéale et la glande pituitaire. De ce qu'on m'a dit, le fluor a été la première fois utilisé, la fluorisation de l'eau, d'ailleurs maintenant on met du fluor dans l'eau de boisson, dans les villes, a été utilisé au départ dans les camps de concentration, parce qu'on avait remarqué que le fluor diminuait l'agressivité, la volonté, tu vois, le côté volontaire des personnes. Aux États-Unis, ils sont nombreux à penser que le fluor qui est mis sous couvert de motivation, d'hygiène vitale pour les individus, le fluor qui est mis dans l'eau de boisson est juste mis à visée de contrôle des individus, pour les rendre plus dociles et plus mous. Le fluor dans les dentifrices, c'est un véritable poison. La plupart des dentifrices contiennent une quantité hallucinante de produits dont on n'a absolument pas besoin. Le bicarbonate de soude, un petit peu d'argile, tu vois, d'argile verte ou des choses comme ça, régulièrement. Bon, alors l'argile peut être un peu abrasive, mais un petit mélange des deux, bicarbonate de soude, argile, le gros sel aussi peut servir à se laver les dents. Et enfin, moi, le gros sel, ouais, le gros sel, ouais, tu trempes ta brosse dans le gros sel, tu frottes, ça va nettoyer bien tes gencives aussi, ça va stimuler tes gencives si elles sont pas trop enflammées. Si elles sont enflammées, le gros sel, tu vas chanter. Mais voilà, ça c'est des remèdes qui m'ont été donnés par des dentistes et qui marchent très très bien. Oh bah ouais, un petit remède de grand-mère, si j'ose dire. Question pour Thierry, régénérescence des poumons. Une amie pratiquement la soixantaine, elle vit sur Paris, elle a une toux chronique car elle est devenue très sensible aux agressions de la ville. Quand j'ai vu ta vidéo sur le jus nettoyant, que pourrais-tu rajouter, toi qui as eu une sacrée expérience à ce niveau-là? Merci de partager ton savoir. Alors, les poumons, les encombrements de poumons, ils sont extrêmement fréquents. Les toux chroniques, c'est quelque chose qui est...
Ce qu'il faut savoir, c'est que les poumons, bon, ils sont composés de tout un réseau. C'est comme une espèce, quand tu regardes les poumons, c'est comme une espèce d'arbre, hein, avec des branches et puis qui se ramifient en bronchioles et qui deviennent de plus en plus petites, de plus en plus fines. Et au final, ça devient des surfaces d'échange entre l'air qui arrive dans ces branches et le milieu intérieur, qui est le poumon, qui est irrigué de façon sanguine et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que le poumon, c'est ce qu'on appelle un émonctoire. Un émonctoire, c'est une porte de sortie de l'organisme. On en a 4 majoritairement dans l'émonctoire. On a les reins, les intestins, donc avec les selles, hein, l'anus. On a la peau, qui est une porte de sortie. Il y a des matières qui sortent via la sueur. Hein. D'ailleurs, quand tu transpires, des fois, ta sueur, elle est acide. Hein. Mais tu évacues l'acide. Quand tu fais du sport et que tu évacues de la sueur acide, tu évacues l'acide lactique qu'ont produit tes muscles pendant leur travail. Les poumons sont aussi un émonctoire. Et donc, autant ils absorbent l'air, autant dans ces bronchioles, il y a des produits toxiques qui encombrent les poumons qui sont rejetés. Hein. Et si il y en a plus qui sont rejetés que la capacité du poumon à s'épurer, ils commencent à être ce qu'on appelle congestionnés, de plus en plus congestionnés. Et ces toux chroniques sont liés à ça. Alors on a remarqué que les produits laitiers, particulièrement les produits laitiers pasteurisés, étaient particulièrement congestionnants pour les poumons. Donc déjà, les modifications du régime alimentaire, suppression des produits laitiers, suppression des céréales, la plupart du temps, ont un effet assez merveilleux sur les poumons. Je parle en connaissance de cause. J'ai un ami très proche qui était depuis à peu près 30 ans sous Ventoline quotidienne. Il prenait de la Ventoline, un bronchodilatateur très asthmatique. Ouais, exactement. En début d'été, il a été intéressé par ce que je proposais et il a accepté de faire une cure pendant 3 semaines. Il a été littéralement choqué parce qu'au bout de 2 jours, il a posé son inhalateur, il ne l'a plus retouché depuis. Voilà. 30 ans d'encombrement chronique des intestins. Il avait ce qu'on appelle une BPCO, un encombrement chronique bronchopulmonaire. Hein, et on lui avait dit que c'était inéluctable, c'était constitutif, c'était tout ce qu'on voulait. Et il s'est rendu compte qu'au travers de simples choix alimentaires et puis en utilisant des plantes médicinales qui ont fluidifié toutes ces matières-là et qui ont aidé à ce que ça sorte, les problèmes cessaient complètement. Donc pour quelqu'un qui a une congestion dans les poumons, déjà faire en sorte qu'il y ait moins de matériaux toxiques donc au travers du réforme de mode de vie et de l'alimentation, et ensuite favoriser la sortie. C'est toujours pareil, arrêter d'en rajouter et favoriser l'épuration. Pour favoriser l'épuration, il y a des plantes médicinales qui vont aider, ou simplement le corps va le faire de lui-même, et on peut aider, on peut accompagner, et arrêter d'en rajouter. Parce que si tu en rajoutes en permanence, au final, tu ne vas jamais t'en sortir. Et par exemple, tu vois, sur les poumons, il y a un truc, juste petite remarque, pour remède grand-mère. Il y a quelque chose qui était très utilisé avant, qui s'appelle l'huile de ricin. Ah oui, l'huile de ricin. On nous forçait à l'ingérer, les enfants. En ingestion, c'est un purgatif, donc c'est assez violent. Par contre, quand on le met en friction ou en cataplasme sur la peau avec une bouillotte, on s'est rendu compte que ça active de façon notoire la production de globules blancs. Et les globules blancs, c'est les agents nettoyants du système. Quand on se fait un cataplasme d'huile de ricin sur une zone qui est encombrée comme ça, ça améliore le nettoyage de cette zone et c'est assez merveilleux sur tout ce qui est encombrement pulmonaire, sur les problèmes d'inflammation urinaire aussi. Moi, j'ai eu des expériences incroyables, des gens qui se tordaient de douleur, qui étaient prêts à aller à l'hôpital. On leur faisait un cataplasme d'huile de ricin et en 20 minutes, ils étaient complètement relâchés. Pourquoi? Parce qu'on avait boosté le fonctionnement du système immunitaire dans cette zone. Donc ça pourrait être, pour les poumons, c'est quelque chose qui marche très très bien. Alors, on me dit, peut-on conserver l'eau de mer qu'on irait chercher nous-mêmes et combien de temps? Alors donc là, elle fait référence aux travaux de René Quinton. De René Quinton, exactement. Il faut savoir que René Quinton recommandait de collecter l'eau de mer dans des endroits particuliers, à la fois pour des questions de pollution, et puis parce que dans ces endroits, il y avait un vortex qui était créé, qui assurait d'avoir un maximum de minéraux et de micro-organismes. Donc c'était la meilleure qualité d'eau de mer. Ensuite, pour en avoir discuté, j'ai un ami qui distribue de l'eau de mer. Il reconnaît aussi que René Quinton, son propos et tout son projet, c'était de créer des dispensaires d'eau de mer gratuits. Il y avait vraiment un projet humaniste très très fort. Et moi je dis toujours aux gens, si vous avez de l'argent et que vous avez la possibilité de vous payer des vraies bouteilles de Quinton qui ont été collectées sur les meilleurs endroits, vous allez avoir le top du top. Tant mieux, vous ne posez pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas d'argent, allez dans une zone la moins polluée, bien brassée, loin d'un port et ainsi de suite, et prenez votre eau de mer. Moi je l'ai déjà fait personnellement et ça ne me pose aucun problème. Voilà. Après, par contre, je sais qu'il y a des gens qui utilisent le Quinton en injection. Alors là, je ne m'amuserai pas à prendre de l'eau de mer pour ça. Hein. Il faut qu'elle soit microfiltrée, il faut qu'elle atteigne des normes sanitaires. Je ne m'amuserai pas du tout à ça. Par contre, en ingestion,
en étant attentif dans quelle zone je le prends. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, dans l'eau de mer, il y a énormément de micro-organismes. S'il y a de la pollution qui arrive, ces micro-organismes, ils ont la capacité d'épurer cette pollution. Tant que l'arrivée de polluants n'est pas supérieure à la capacité des micro-organismes d'épurer. Si tu le prends en sortie de port, il y a beaucoup trop de polluants qui arrivent par rapport à la capacité de cet ensemble biologique d'épurer l'eau de mer. Par contre, si tu le prends à une pointe, un cap très brassé, et ainsi de suite, par expérience, les bienfaits que tu vas retirer de l'eau de mer sont bien supérieurs à le petit inconvénient qu'il pourrait y avoir par rapport à la pollution. Tu vois, c'est un peu comme quand les gens me demandent, oui, mais finalement, j'ai pas d'argent pour me payer des fruits et des légumes bio, par exemple. Est-ce qu'il vaut mieux que je m'en passe? Eh ben, par expérience, j'ai vu énormément de personnes changer leur alimentation et passer à des fruits et des légumes, même non bio. Et malgré l'inconvénient majeur qu'il y a à consommer des légumes non bio, à la fois pour la personne et puis par le mode de culture que ça représente et l'impact sur l'écosystème, ben, malgré ça, ces personnes voyaient leur état de santé amélioré de façon massive. Donc malgré ça, il y avait quand même des facteurs positifs. Donc ce n'est pas un frein. Par contre, il est important de militer à titre individuel et collectif pour que ce soit un droit inaliénable pour toute personne d'avoir accès à une alimentation bio et de qualité. Ça devrait être juste la norme actuelle. Et ça devrait être juste illégal d'avoir des personnes qui consomment des aliments qui soient des aliments bourrés de pesticides. Ça devrait être une priorité nationale, il me semble, que de réformer totalement notre mode agricole de manière à avoir une nourriture de qualité. Je veux dire, ça serait un service public. Ce serait presque le minimum. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Bonsoir, on a un concert. Quels sont les légumes et fruits que l'on peut manger et lesquels sont à éviter? Quand on a un cancer. Ouais. Un peu, ouais, c'est peu large comme question. Ouais, très général. Un peu large. On me dit bonsoir, Tepa et Thierry. Ma mère fait beaucoup d'infections urinaires et pourtant elle boit beaucoup d'eau. Aurais-tu un conseil à lui donner? Il faudrait vraiment voir la personne. On peut pas dire ça. Voilà, on rentre dans de la thérapeutique. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Parce qu'il y a pas mal de questions comme ça. Voilà. Salut Thierry, préconises-tu le smecta ou connais-tu un constipant naturel, silice, plate, chaud éteinte, pour suivre ton régime sans attraper des hémorroïdes? Alors, un constipant naturel, on va éviter le plâtre quand même. Ouais, le plâtre. Ouais, c'est pas recommandé. Il y a une plante qui est un constipant qu'on appelle la caroube. C'est une gousse qui a un peu le goût du chocolat, un petit peu la caroube, qui pousse en Espagne, qui pousse dans le sud de la France aussi. Et la caroube est fortement constipant. Alors après, ce qu'il faut comprendre, je pense que c'est une personne qui a une diarrhée chronique. Ouais. Et diarrhée chronique, la plupart du temps, c'est lié au fait que quand tu commences à avoir un encombrement de plus en plus important dans le côlon, ce qu'on appelle le lumen, c'est-à-dire la lumière, le passage, devient de plus en plus étroit parce que c'est encombré de plus en plus. Et quand ça devient tellement étroit que les selles ne peuvent plus passer, qu'est-ce qui se passe? Le corps n'absorbe plus l'eau de manière à ce que, tout en étant liquide, ça arrive à passer. Parce que si c'est liquide, ça arrivera toujours à passer, même par un tout petit trou. Et on a montré que les diarrhées chroniques, pas les diarrhées ponctuelles, mais les diarrhées chroniques correspondaient à un état vraiment de congestion très très avancé. Et donc, induire un nettoyage intestinal, alors il y a des techniques pour ça, déjà par le changement alimentaire, mais il y a aussi des techniques de nettoyage du côlon, l'hydrothérapie du côlon, les lavements, on peut utiliser des plantes médicinales pour ça, arriver à corriger cet état de fait et à supprimer les diarrhées chroniques. Ça, les états d'inflammation, les gens qui souffrent de maladies de Crohn, de colopathie inflammatoire et choses comme ça, c'est catastrophique, on leur prescrit des anti-inflammatoires, des corticoïdes à gogo, c'est catastrophique. Le nombre de témoignages de personnes qui disent on a bataillé pendant des années, des dizaines d'années, en avalant une quantité impressionnante de corticoïdes, alors qu'un simple changement de l'alimentation nous a résolu à peu près tout. Je veux dire, c'est impressionnant, des témoignages sur le net, il y en a partout, il suffit d'aller les chercher. Mais la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires des intestins, c'est juste le témoignage qu'on met dans notre gosier des aliments qui sont des aliments extrêmement inflammatoires, qui vont venir littéralement brûler les muqueuses. Donc c'est pas étonnant. Et comme les intestins, quand on avale un truc, c'est eux qui le reçoivent en priorité. C'est eux qui vont manifester la première fois le désagrément. Et donc d'où on va dire les diarrhées, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Inflammation. Alors, là on arrive en plus à la fin, je vais reprendre les dernières questions. Thierry Casanova, un coup pile hygiéniste laisse l'homéostasie se faire, la détox se faire naturellement avec une alimentation physiologique, puis un coup face naturel pour vendre tout un tas de plantes et de jouisseurs. Voilà. Alors, je sais pas, c'est Amandine, qui est un peu...
Alors, Elle dit que tu changes de discours, que des fois tu es hygiéniste. Voilà, tu dis laisser l'homéostasie se faire, la détox se faire naturellement avec une alimentation physiologique. Puis un coup, tu serais naturo pour vendre tout un tas de plantes et de juicers. Alors, bon, pour vendre tout un tas de plantes et de juicers, ça c'est toujours un procès qui est facile à faire. Je veux dire, c'est une histoire qu'il y a eu par rapport à l'association. Oui, alors j'ai vu un article là-dessus sur Rue 89 qui a été... voilà. Oui, voilà, un grand média d'information qui est Rue 89. Oui, oui. Voilà, bon, qui était orienté, qui avait une vue. Je suis responsable d'une association qui a des salariés et effectivement, notre association a choisi de ne pas faire payer les vidéos, de diffuser plus de 600 vidéos sur le net, de ne rien faire payer pour ça, de faire des stages à coût minimum. Donc, pour payer les salariés, nous, on a choisi pas de faire de pub, par exemple, ça aurait pu être une option, que je critique absolument pas. Nous, on a choisi, parce que faire de la pub, on risquait, en termes d'alimentation, de se compromettre avec des grandes marques qui ne nous convenaient pas. On n'arrivait pas à trouver... Bon, nous, on a choisi de se rapprocher de distributeurs qui distribuaient des produits qui correspondaient à nos critères, et en disant, ok, finalement, nous, on vous recommande, parce que vous rentrez dans les critères qu'on recommande, et puis, finalement, vous nous rétribuez avec une petite commission. C'était aussi simple que ça. Oui, voilà, j'ai vu, donc tu vends du chocolat vrai, chocolat bio, il y a des bananes séchées, tout ça. Ouais, ça fait partie ça fait partie de la petite boutique pour, permettre à l'association de se développer, parce qu'effectivement, on a des besoins pour porter ce message. Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent. D'ailleurs, des personnes qui ont, pour la plupart d'entre elles, donné énormément sous forme de bénévolat, et d'ailleurs qui sont la plupart du temps rétribuées, et qui donnent beaucoup plus. Hein. J'imagine que vous devez connaître ça à Méta TV. Oui, bien sûr. Pour ça, c'est le genre de procès. Bon. Ceci dit, l'idée que parfois mon discours est hygiéniste au sens de « ok, on laisse le corps se débrouiller tout seul ». Et puis parfois, j'ai tendance à dire « non mais là, il faudrait utiliser plutôt des plantes et des aides extérieures pour aider le corps ». Eh bien oui, c'est parce qu'il y a des différences en fonction de l'état nerveux de la personne. Tu as des gens qui ont encore beaucoup d'énergie nerveuse. Et à ce moment-là, parier sur la capacité propre du corps à rétablir l'équilibre, elle est bonne. Et le corps va rétablir l'équilibre de lui-même. Ça, c'est clair. Et puis, tu as des personnes qui, par contre, sont épuisées. Et si tu comptes sur la capacité de leur corps à rétablir l'équilibre, tu peux attendre longtemps parce qu'il n'y a rien qui va réagir. Parce qu'il y a plus cette énergie électrique, quelque part, qui fait que les organes ils vont fonctionner de manière adéquate. Si tu ne les soutiens pas, si tu ne les stimules pas, ça ne va pas marcher. Moi, à l'époque, si je ne m'étais pas mis à manger de la viande, des produits animaux en grande quantité quand j'étais épuisé, ça n'aurait pas redémarré. J'ai eu besoin d'une béquille. Et c'est donc la différence qu'il y a entre théorie et pratique. Et c'est pour ça que de dire, le corps, il rétablit l'équilibre tout seul, oui, à condition qu'il en ait la ressource. Et à condition qu'il en ait la ressource, ça va dépendre de l'état nerveux de la personne. Et donc, c'est pour ça que, autant le but est commun, autant l'idée globale est commune, autant le chemin est individuel et va dépendre en grande partie de cet état nerveux. C'est ça qui va faire la grosse différence et c'est ça qui est important de connaître. Alors, dernière question, je prends les dernières. Voilà, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu penses des vaccins? J'imagine. Oui, voilà. Tu dois pas être trop pro-vaccin vu tout ce que tu viens de dire. Fais tes recherches sur Internet, voilà, j'ai pas besoin de prononcer, il y a beaucoup de gens qui sont prononcés avant moi. Voilà. On nous dit aussi, pense-t-il que l'amyotrophie spinale de la médecine, que la médecine qualifie de maladie génétique? Alors, je sais pas ce que c'est. Alors, oui, je connais pas. L'amyotrophie spinale. Je voulais juste dire un petit truc par rapport à la maladie génétique. Le terme de génétique est un terme qui est extrêmement anxiogène dans notre société. Dès qu'on dit génétique, c'est ok, c'est fini, là on peut plus bouger, c'est terminé, c'est inéluctable, ça va plus bouger. Alors, on sait très bien que la génétique s'exprime dans un contexte, sur un terrain. Et de plus en plus, on parle d'épigénétique plus que de génétique. C'est-à-dire l'expression du patrimoine génétique en fonction des conditions de vie. Et en fonction des conditions de vie, ça, c'est nos choix à nous. C'est-à-dire qu'on a vu que on n'exprime qu'une partie congrue de notre code génétique et que la partie qui est exprimée dépend de nos contextes de vie, de nos rythmes de vie, de nos choix alimentaires. Donc quand on me parle de génétique, moi je réponds épigénétique. C'est-à-dire changer l'expression de ton code génétique en fonction de tes choix de vie. Et c'est là où on reprend toute notre capacité et notre libre arbitre. Attends, juste au moment où voilà, mon ordinateur s'était éteint. Alors, je vais aller voir les dernières questions, c'est les dernières. Voilà. Ah bon, on me dit on coupe. Ah bah oui, il doit y avoir. Voilà, il y a ton équipe, je crois, qui est sur le. Non. Ils sont. C'est comme le général de Gaulle. Là. Allez, clac, c'est terminé. Bon bah là, il doit y avoir un taxi probablement qui t'attend. Voilà, on me dit oui, je devine. Donc, on est obligé d'abréger. Bah tant pis pour les dernières questions. Hein. Merci pour ton invitation. Merci Ça a à été toi, un vrai Thierry. plaisir.